Trop fort. Et nous revoici Transition, dans la transition incroyable, dans la troisième partie de notre émission Fuck Radio Volume 7, toujours accompagné de notre bon Arpixel. Est-ce que tu vas bien? Toujours, toi, ça va se passe bien dans cette émission, tu es bien? Aria? Moi ça va. Moi ça va, je suis derrière les réseaux sociaux. Moi j'ai pu poser mes questions. Alors justement, bah oui, t'as posé tes questions et maintenant justement, on va prendre les questions aussi, mais on va déjà réagir. Alors, pas longtemps, après ça vous de réagir dans les commentaires, ou là en direct avec nous, ou après... N'hésitez pas à venir vous engueuler avec nous. Ouais, voilà, surtout là aujourd'hui, parce qu'on va parler effectivement, comme tu le dis, de la création et les droits d'auteur. Alors là, gros sujet, c'est pour ça on va essayer de le condenser nous en 10 minutes, montre en main. Pas facile, pas facile. Parce que justement, alors, on est créatif, comme moi, hein, mais il y a aussi un respect du droit d'auteur. Alors on va pas tomber dans le truc du lèche-cul en disant oui, le droit d'auteur, il en faut parce que c'est bien, nanana, parce qu'il faut respecter les artistes, machin. Soit. Un gros bisou à la SACEM. Voilà, si jamais je tu sais nous combien entends... vous coûtez. Bref, donc du coup, on va aller droit dans le sujet. Donc déjà, en termes de création, alors que ça soit musical, que ça soit vidéo, on a déjà abordé le sujet dans la partie 1 que je vous laisse revoir, mais on l'a abordé vite fait, c'est est-ce que tu penses que maintenant, en termes de création, on n'a pas fait le tour de la question? Que ça soit musical ou que ça soit vidéo. Alors 30 secondes parce que c'est compliqué. Je pense pas. Tu penses pas? Je pense pas. Bah, il y avait Pau et le jeu vidéo dont j'avais parlé tout à l'heure qui prouvent le contraire. Oui. En fait, je pense que réellement on peut scinder le truc en deux et ça ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus efficace. Il y a d'un côté les histoires et les thèmes qu'on raconte et de l'autre la façon dont on le raconte. D'accord. L'histoire, en fait, ce qu'on peut raconter au travers de n'importe quel média, tout a déjà été fait 1000 fois depuis l'Antiquité. Il y a vraiment... on peut pas créer du nouveau. C'est ce que je disais quand j'étais petit, il y a ce fameux curseur en fait du surprenant je pense plus qu'on puisse vraiment l'atteindre. Pas dans l'idée en fait. Il n'y a plus aucune idée surprenante. Ouais. Cela étant dit, bah dans le traitement, dans la façon de raconter ces idées-là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et je peux apporter des milliards d'exemples de ça, de trucs qui me surprennent vraiment. D'accord. Dans les années 80, une époque où il y avait tout pété de créativité, c'était incroyable. Tu te retournais, tu voyais un film de dingue ou une musique de dingue, c'était fou, quoi. J'aurais trop aimé voir ça en vrai. Ouais. Ben, on a quand même eu Ghostbusters, qui est un des pitchs les plus tarés de l'histoire, quoi. Les faux pompiers contre des fantômes. Les mecs, venez, on va chasser des fantômes avec un aspirateur nucléaire, putain. Il y a eu Retour vers le futur, qui est aussi un des pitchs les plus dingues de tous les temps. Il y a eu Star Wars, qui est un projet tellement dingue que même les acteurs, ils comprenaient pas le scénario. Ça, c'est vrai que ouais, putain, niveau casting, ça doit être fou. Et donc, du coup, voilà, des projets dingues, il y en a eu, et j'ai pas envie de dire que c'est spécifique aux années 80, parce que même aujourd'hui, voilà, c'est ça, j'ai vu des choses, alors encore une fois, notamment dans le jeu vidéo, mais pas que. Dans le jeu vidéo, il y a le Hellblade, c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, là, que moi, je trouve extrêmement bien foutu en termes de curiosité en fait. Ouais. Donc littéralement, je n'avais jamais joué à un jeu comme ça avant. Et j'arrive pas à te trouver d'exemple en fait d'une période antérieure où il y a eu un jeu dans ce genre-là. Les Silent Hill, c'est pareil, c'est pas si vieux et j'ai jamais vu une ambiance comme celle-là. Pourtant, Silent Hill dans le fond, c'est quand même assez basique. Tu prends un père qui a perdu son gosse et qui doit aller le retrouver dans un monde cauchemardesque, c'est déjà fait. Et puis mais l'ambiance, tu pitchos légèrement à Twin Peaks aussi quand même. Hein. Oui, bah Twin Peaks aussi. La vie. Twin Peaks pareil. Dans le fond, ce truc-là de combat entre le réel et l'irréel, le bien et le mal, ça a déjà été fait plein de fois, mais jamais de cette façon-là. Ouais. Comme le travail de Lynch de façon générale, on n'a jamais vu un truc comme ça. Voilà. Même son travail actuel, ce que je veux dire. Et même en tablant dans les trucs qui sont pas des films d'auteurs barrés, moi, un de mes auteurs préférés, enfin de réalisateurs préférés, je pense que ça pourrait être Danny Boyle par exemple. Et là, je fais exprès de pas citer un mec enfin, on va dire que c'est normal, c'est un auteur. Danny Boyle, il y a aucun de ses films où j'ai vu un traitement comme ça ailleurs. Quand tu prends Petit meurtre entre amis, c'est hyper basique. Ouais. Et bah, j'ai jamais vu un film comme ça ailleurs, jamais. C'est vrai. J'en peux trouver des films avec des histoires qui se ressemblent, mais jamais un traitement comme celui-là. Transporting. Le 28 jours plus tard, qui a relancé les films de zombies. Oui. Il y a plein de films qui ont essayé de le pomper dans le fond comme dans la forme. Il n'y en a pas un seul qui a réussi parce que il a une substance, ce film, qui est quand même assez dingue. Et je pense qu'il n'y a que Danny Boyle qui aurait pu faire un film comme ça. Ça vient vraiment profondément de lui et de son époque. Il y a vraiment des interrogations qui sont typiques des années 2000 dans 28 jours plus tard, qu'on n'aurait pas pu retrouver dans les années 80 parce qu'ils se posaient simplement pas les mêmes questions en fait. Mais est-ce que, alors justement, c'est là peut-être entre guillemets donc, oui, question on ouverte. Peut créer parce que voilà. Est-ce que c'est pas le fait de se dire on va faire quelque chose qui est en rapport avec le temps et justement ça marche, c'est-à-dire que par exemple, je pourrais pas dire parce qu'on n'a pas des grands événements non plus, mais par rapport à notre condition actuelle, est-ce qu'un film qui traiterait d'un sujet déjà fait, mais par contre la forme par rapport à notre condition actuelle, est-ce que finalement c'est peut-être pas ça? C'est pas la clé d'un excellent film, mais est-ce que c'est pas ça l'idée quoi? Parce que suivant comment réellement,
Mais réellement, j'en avais parlé un petit peu déjà avec Baptiste, parce que ça fait partie des débats qu'on a en permanence. Pour moi, et ça fait partie de ce truc où je disais que mes parents étaient plus rock'n'roll que nous, ça m'emmerde, mais c'est vrai. Bah oui. Je pense qu'il y a vraiment eu un truc avec les années 90, en fait, avec la fin des années 90. Ouais. Parce que moi, quand j'étais gosse, on m'a élevé on m'a fait grandir dans un environnement où on me disait tout le temps, tu peux pas être choquant, c'est pas possible, fais toujours plus, fais toujours mieux, fais toujours différemment, fais plein de trucs. Et on arrive dans les années 2000 où le moindre truc que tu dis, ça fait un scandale sur Internet, le moindre truc. Il y a vraiment une scission comme ça. Ouais, c'est vrai. Parce que tu passes dans un monde où tout est possible, où t'arriveras jamais à impressionner personne, à un monde où tu choques tout le monde quoi que tu fasses. Et il y a vraiment eu une transition comme ça. Et je pense que c'est la faute aux années 90. Parce que c'était tellement à la fois et créatif et complètement destructeur, c'est complètement barge en fait la décennie 90. Mais c'est ça, moi, ça a calmé tout le monde, je pense. Justement, c'est là où je veux arriver à Pixel. Le truc, c'est que ce qui est con, c'est que se dire, putain, on a des plateformes comme là, où on est là, vidéo, où on est là pour quand même exprimer une certaine liberté. Ça a jamais été aussi simple que maintenant. Pourquoi justement se mettre autant de barrières? C'est con, ça sert à rien, mais on fait quoi? Et c'est vrai qu'on parlait de la création, et pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de censure, j'y crois plus vraiment à la censure, en fait. Sincèrement. Je dis pas que ça n'existe pas. Non, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus d'auto-censure. Je pense que... Et là, je pourrais citer des web-séries ou des programmes courts qui se sont lancés et sur Internet, dans un tel objectif de plaire à ce qu'ils pensent être la télévision, qu'en fait ils se sont épurés eux-mêmes, ils ont fait un machin consensuel et mou eux-mêmes pour essayer de correspondre à l'image qu'ils ont de la télé, même pas l'image de la télé, et l'image de la télé elle est pas reluisante non plus, hein. Mais c'est même pas cette image là, mais c'est une image encore plus bisounours que l'image qu'ils se font eux-mêmes de la télévision. C'est-à-dire une image propre et pas de consensuel, consensuel quoi. Ce qui fait que, et c'est assez valable dans nos thématiques à nous, dans nos débats, maintenant en fait nos grands débats, ça va être l'environnement, l'écologie, le fait de mieux vivre, de mieux manger, de mieux se considérer les uns l'autre, et c'est très bien de se battre pour ça et de le penser. Sûr, mais le fait que ça, ce soit devenu un débat, bah, ça prouve qu'on est dans un monde qui est beaucoup moins... Enfin, beaucoup moins viscéral et où il y a beaucoup moins de questions, de ce genre de questionnement. Avant, on s'interrogeait énormément sur l'avenir. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de films qui parlaient de l'avenir, d'un avenir explosif, d'un avenir radieux, de la science-fiction apocalyptique gigantesque. Tu prends Demolition Man, tu prends ce genre de maintenant, fou, quoi. Maintenant, et je le sais, je suis animateur dans un centre de gamins. Demandez à un enfant ce que c'est le futur, il n'arrivera pas à vous répondre autre chose que ça doit être maintenant, comme maintenant dans le futur, quoi. Les gens, ce qu'ils espèrent, en fait, c'est que notre monde... Ce qu'ils espèrent, c'est-à-dire que leurs plus grosses attentes, et là je parle des gens en plus qui sont bien, c'est-à-dire qui sont convaincus, qui ont une cause à défendre, que ce soit le véganisme, l'environnement, donc des gens bien, et ben eux, leur conviction profonde, c'est que le monde soit comme maintenant, mais en mieux. Et je pense que c'est ça qui conditionne notre façon de créer, et c'est peut-être de là que vient notre idée selon laquelle on n'arrive plus rien à créer de nouveau. C'est parce qu'on n'essaie plus de se projeter dans quelque chose qui est nouveau, même que ce soit en mieux ou en pire. Nous, ce qu'on espère, c'est juste notre monde en plus stable, en plus confortable, en plus respectueux, en fait. C'est pas fou. Mais il n'y a pas de vision d'autre chose, en fait. Comme il y avait, par exemple, je sais pas, dans les films du futur, Retour à le futur, Demolition Man, qui avait une vision, qu'elle soit bénéfique ou pessimiste de l'avenir. Tout à fait. Non, j'ai tout à fait raison. Je pense. Alors réagissez, hein, n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, vous avez les commentaires, vous n'êtes pas d'accord avec nous, il n'y a pas de souci. Vous avez là. On va passer au droit d'auteur pour voir un peu. Et justement, donc, alors, c'est là, donc on a fait le tour créatif, maintenant on va en discuter. Ouais, on va partir dans la partie consensuelle du débat. La consensuelle du débat, c'est les droits d'auteur. Pour toi, qu'est-ce que ça te définit pour toi, le côté droit d'auteur? Alors, avant de commencer à parler, j'ai juste précisé que j'ai jamais demandé de droit d'auteur sur quoi que ce soit. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est fait. L'abcès est crevé. Parce que moi, je vais me positionner très pro droit d'auteur, donc comme ça me permet de contrebalancer un peu cette idée. Moi, je l'ai jamais fait moi-même pour moi. Donc comme ça, pour des raisons que je peux parfaitement justifier. Le droit d'auteur, pour moi, c'est un truc qui est important, surtout à l'ère d'Internet. Enfin, je dis c'est un truc important, ça fait un... c'est quelque chose. Voilà. Et si pour moi, c'est important... C'est parce que, pour moi, c'est une reconnaissance normale, en fait, du travail de l'artiste. Et là, je parle, en fait, ne serait-ce que d'acheter le truc dont on s'inspire pour faire quelque chose, tout simplement, de mentionner l'artiste dans ses crédits, ce que les gens font rarement, c'est souvent mentionné sur YouTube, ça, que c'est finalement très rare et très peu respectueux, et ça permet, finalement, à l'artiste d'avoir une vraie reconnaissance de ce qu'il fait, parce que c'est un vrai... Enfin, j'ai pas envie de dire... Ça m'énerve de dire des phrases comme ça, mais c'est un vrai travail qu'il a fourni. Si, quand même. Et pour moi, disons que c'est plus respectueux que de faire ça que de simplement prendre des bouts de son travail pour le mettre un peu partout sans dire qui ou quoi, de le détourner en fait, parce que des fois c'est complètement détourné. C'est sorti de son contexte. Quand on regarde les apps qu'il y a sur internet, les gens adorent les apps. C'est plein de tout petits bouts de trucs qui sont pris de traits, tu sais même pas où.
Et c'est tellement sorti de leur contexte que même moi, ça m'est pris un moment, quand je connaissais pas bien YouTube, de me moquer de quelque chose, genre d'une image ou d'un truc qui était pas bien cadré, où l'acteur avait l'air un peu ridicule, ou ce genre de choses, et de me rendre compte en contexte. Il y a des films que j'ai regardés pour me marrer, parce que l'acteur avait l'air tellement nul que je me suis dit, allez, ça va faire un bon nanar. Ouais. Et quand j'ai vu l'œuvre en question, je me suis dit, mais attends, mais non, c'est vachement bien son truc. C'est-à-dire qu'en prenant un bout comme ça, sorti du contexte. Et donc je me méfie vachement de ce que font les gens avec les droits d'auteur, parce que je trouve que c'est pas respectueux. Et même dans les hommages comme ça, c'est un débat qui anime vachement Internet. Il y a des tas de vidéos qui ont été faites dessus. Encore plus, hein. Ah oui, mais de plus en plus. Il y a des vidéos que j'aime bien qui en parlent. Il y a Mister JD, c'est un youtubeur qui en a parlé longuement dans une émission dédiée que j'ai trouvé intéressante. Il y a Michael J qui a fait une émission dessus. Un mec d'internet avec qui je suis en désaccord total sur absolument tout, mais cette vidéo-là est vachement intéressante. C'est celle où il parle du copyright, c'est très documenté, c'est vachement sympa. Allez voir si vous avez l'envie, si ça vous intéresse, c'est une vidéo très bien faite. Donc voilà, ça c'est des vidéos que je trouve intéressantes et divertissantes, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un débat vis-à-vis de la question du droit d'auteur, pour moi à au moins 2 niveaux. Le premier, c'est l'ordre de la critique, de la parodie et ce genre de choses, en fait, ou même de l'analyse. Oui. Bah, maintenant, en fait, il y a de plus en plus d'émissions d'analyse de cinéma, par exemple. C'est vrai. Et c'est vrai que je suis vraiment mitigé par rapport à ça. Parce que d'une part, ils vont prendre des extraits de films qu'ils vont intégrer à leur vidéo pour en faire l'analyse, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que tu peux pas analyser précisément un film sans mettre jamais d'extrait, ça deviendra abstrait très vite et surtout pas très divertissant, quoi. Faut à un moment donné montrer le support sur lequel on parle. Ce qui m'embête là-dedans, c'est pas tant qu'ils prennent des films pour les analyser, c'est qu'ils se rémunèrent dessus, en fait. Ce genre d'émission, pour moi, en les aimant bien, parce que j'adore Crost, Chroma de Karim Debache, j'adore le Fossoyeur de film, j'ai aucun problème avec ces gens-là. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des émissions qui gagneraient à être bénévoles, parce que il y a trop de questionnements en fait là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils seraient payés pour présenter le travail de quelqu'un en fait? Et moi, c'est ça qui m'embête. C'est pas le fait que leur émission soit mauvaise, je les trouve très bonnes et très intéressantes, c'est juste ce questionnement-là. En prenant le travail de quelqu'un, pourquoi est-ce que toi t'en tirerais du bénéfice et lui non? C'est pas faux. C'est pas faux. Après, bon, il y a toujours on laisse débattre, hein, comme d'hab. Hein, après, il y a toujours cette galère des ayants droit, parce que souvent, c'est pas l'auteur qui reçoit l'argent, c'est une compagnie tierce qui, elle, a généré. C'est là où moi j'allais en venir, par contre, quand tu vois bisous, hein, l'univers est sale, que tu vois que la moindre musique, même 30 secondes, tu te fais réclamer des droits pour ça. 10 secondes, 5 secondes aussi. Ou même 5 secondes, voilà, merci. Tu te dis, bon... s'il vous plaît, vous avez gagné assez d'argent dessus, on peut quand même mettre 5 secondes de votre musique. Pour peu qu'on le crédite. On va pas revenir sur notre prochain sujet que vous verrez, sur la petite sortie autour du canapé. Mais je ne peux pas me permettre de mettre une musique que tout le monde connaît où il y a des dinosaures dedans, parce que je me dis, on est sur le point à chaque fois d'avoir quelque chose derrière. Donc ce qui est un peu, un petit peu contraignant aussi, c'est que je suis d'accord sur des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a c'est peut-être pas un peu trop cadenassé, un peu comme que tu disais sur la création, est-ce qu'on se met pas trop encore de cadenas par-dessus? Le truc c'est que déjà, c'est excessivement bordélique parce qu'il y a tellement de trous juridiques en fait dans le droit, même de droit à l'audiovisuel qui est pas encore complètement fait, que du coup c'est très très mal foutu. J'avais vu des exemples sur internet de types qui mettaient des vidéos à eux sur internet, donc complètement, il n'y a pas de débat, la musique c'est d'eux, le texte c'est d'eux, la caméra c'est d'eux, tout est d'eux. Donc des types qui font ça, qui se font reprendre par la télévision, qui elle s'amuse pas du tout à sourcer qui que ce soit, elle s'en fiche, elle prend la vidéo, puis c'est comme ça, c'est gagné, c'est garanti. Donc moi déjà ça je trouve ça insupportable, la télé qui va pas payer internet alors qu'elle lui reproche de pas le faire pour la télé. Donc ça moi je trouve ça très hypocrite. Salut c'est arrivé à des gens d'internet comme Ganesh 2 ou Teishin Ganesh, je crois, d'avoir des galères de ce genre là. Et donc du coup bref, la télévision qui a sa propre chaîne YouTube dédiée, qui a posté la vidéo du mec de YouTube sur sa chaîne YouTube, toujours sans rien demander. Et YouTube qui va striker la vidéo du youtubeur d'origine parce que le bot a détecté que sa vidéo ressemblait à celle de la télé. Donc, évidemment c'est très mal fait. Et en plus moi j'ai mon petit exemple perso, j'ai une série sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Golden Guns, que j'ai tourné pour m'amuser quand j'étais en première année de fac. C'est extrêmement bordélique mais je me suis beaucoup amusé à le faire. L'épisode 1 il a été banni dans le monde entier. C'est un truc que moi j'ai fait, c'est pas monétisé ni rien, j'ai juste mis comme ça quoi. Alors que j'ai cité la musique dans le générique et du truc et dans les liens sur YouTube, et que... Et je l'ai juste mis comme ça quoi. J'ai aucun bénéfice de ça et ils m'ont supprimé la vidéo. J'ai même pas eu d'avertissement. Donc voilà, c'est là où c'est compliqué. Donc je suis globalement pour, hein, mais il y a quand même des problèmes. Voilà.
peut-être qu'il faudrait peut-être plus encadrer, peut-être plus dédier un service, on n'envoie pas un message à YouTube, on n'est pas là pour ça, mais voilà, peut-être un service qui gère ça, ou c'est surtout qu'à un moment, quand tu... Enfin voilà, comme tu dis, moi on est d'accord, quand tu vois, et je crache pas sur la télé, hein, mais quand tu vois que la télé reprend des extraits facilement, et aisément, alors que eux, bah non, mais parce que comme nous on paye des pubs sur YouTube, on s'en fout, on a le droit de faire ça. Mais le truc c'est qu'il y a tellement de gens sur une plateforme tellement gigantesque que t'es obligé de mettre des mesures qui sont hyper lourdingues en fait pour qu'on... Ah oui. Parce qu'on peut pas... Moi il y a un exemple, il y a un truc que j'ai vu, je revenais pas sur YouTube, pourtant ça a l'air anodin, mais pour moi ça l'est pas du tout. Karim Debache il a lancé une série qui s'appelle Chroma, qui est un truc en 12 épisodes qui parle de cinéma, qui est une excellente série, et il l'a lancé, alors certes il a demandé un crowdfunding, mais il l'a lancé gratuitement sur internet. Il n'y a pas besoin de payer un abonnement à quoi que ce soit pour le voir, vous allez sur sa chaîne Dailymotion et puis vous allez voir ses épisodes dans toute gratuité quoi. Donc voilà, lui il propose ça au monde et je trouve ça remarquable. Cela étant dit, il y a un type, je crois son nom sur Facebook c'est Dougball, mais j'en suis pas sûr, mais il y a un nom comme ça, qui a juste repris, enfin copié-collé ses vidéos à lui sur une chaîne YouTube. Ouais, et du coup, je paye pas ça. Bah oui, enfin je sais pas s'il monétise, je crois pas. On verra. C'est comme l'anglais qui avait repris les vidéos d'un français et c'était copier-coller, phrase, tous les mots. Mais moi ce qui me dérange c'est pas tant qu'il monétise pas, parce que ce débat là on l'a eu précédemment et c'est... Et voilà, pour moi c'est juste respect de la... Mais je pense pas qu'il le fait. Moi ce qui me dérange là-dedans, au-delà du fait qu'il lui pique de vues, je sais pas quoi, ce qui me dérange là-dedans c'est qu'il y avait... Edwin, il y avait aucun intérêt à le faire parce que son émission était dispo en ligne gratuitement. Donc il n'y avait aucun intérêt à ripper. De deux, le bot de YouTube, il a supprimé des musiques des vidéos au fur et à mesure qu'il les ripait sur YouTube. Donc du coup, les vidéos sur YouTube sont moins bien que les vidéos sur Dailymotion. Donc je revois pas l'intérêt. Troisièmement, tous les commentaires positifs qu'aurait pu recevoir Karim Debache sur ses vidéos à lui, c'est un mec complètement anonyme qui les reçoit sur ses vidéos. Bien sûr. Très bien. Et qui les transmet certainement pas à l'auteur. Oh non. Et moi, au-delà de l'argent, au-delà de ça, c'est de la reconnaissance et le respect dont je parlais en fait. Parce que nous, on fait surtout ça pour avoir des retours. Et quand tu te contentes de copier-coller des bouts de vidéos d'un autre mec, les retours, il les aura jamais quoi. Moi, c'est ça qui me dérange en fait. D'autant qu'encore une fois, c'est un vidéaste d'internet qui a fait un contenu pour internet, je vois pas du tout l'intérêt de le copier-coller. Mais des gens font ça, des gens sur YouTube mettent des gros bouts de films, parfois des films entiers, en streaming sur YouTube, complètement illégalement. Et c'est vrai qu'on a beau critiquer qui récupère les droits et dans quelle proportion dans le droit d'auteur, moi je trouve ça dégueulasse de ripper des films sur YouTube. Déjà pour la qualité, parce que la qualité est dégueulasse quand tu rippes comme ça sur YouTube, ça c'est un fait. Et ensuite, non pas que je sois absolument contre le principe du téléchargement, c'est toujours pareil, quoi. C'est des retours que les gens n'auront jamais. Alors certes, pour des grosses productions internationales, quand tu leur dis c'est super DiCaprio ce que t'as fait pour ton film, il le recevra peut-être jamais. Mais des fois, c'est des petits films français qui sont dans ce cas-là. Pour l'Oscar, il a mis Michel en même temps. Je vais vous arrêter un petit peu parce que là, on a dépassé bien plus les 10 minutes et on aimerait passer sur ton travail beaucoup plus. Très bien. Excusez-nous. Bon, écoute, en tout cas, merci d'avoir réagi à ce sujet. Tu as donné ton avis. Moi, j'ai essayé de donner le mien. Après, vous savez ce que j'en pense. J'en parle souvent dans les émissions. Voilà, donc la création, il a tout à fait raison là-dessus. On peut encore faire quelque chose, on peut encore avancer, il y a encore des brèches. Voilà, il y a de l'espoir. Et voilà, comme il dit, il y a de l'espoir, il y a encore des choses qui n'ont pas été... Il y a des brèches encore. Que le sujet soit le même, certes, mais la façon de le faire, les tripes qu'on met dessus, on est d'accord que ça ne sera pas forcément chez tout le monde. Et après, pour revoir sur les droits d'auteur, oui, là... Vaste sujet, gros sujet, pas assez encadré, ça c'est clair, parce que là on arrive à un point où justement, il y a un peu comme le Titanic, on a un bateau, et il y a un trou avec de l'eau qui rentre dedans, au fur et à mesure le truc il va couler. Trou noir gigantesque. Voilà, il y a un trou noir gigantesque dans le bateau, donc il va peut-être falloir essayer de se dire à un moment donné, comment on fait là, parce que tout le monde s'engouffre dans la brèche, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de se dire, toi t'as le droit, toi t'as pas le droit, comment ça se passe? Pour l'instant, les droits à l'image, c'est les mêmes que les droits à l'écriture en fait. Voilà. Si tu veux un exemple d'absurdité comme ça, les droits à la citation, c'est exactement les mêmes. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires lors de la sortie de la vidéo dans l'espace commentaire pour qu'on voit un peu ce que vous en pensez et on pourra continuer le débat. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve après cette musique. Un petit Self-to-Love, Hadaway versus Ellen Stanfield versus Ariana Grande versus No Doubt. C'est pas possible. Dans cette émission, c'est pas ce qui se passe. A tout de suite.